bonsoir à tous et à toutes. Très heureux de vous rejoindre pour ce 56 minutes synthèse sur Télésignal. Tout d'abord, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de cette semaine. La campagne électorale pour la présidentielle de 2015 s'ouvre le 9 septembre et prendra fin le 23 octobre 2015, indique le Conseil électoral provisoire, qui appelle les dirigeants des partis politiques en général et les candidats en particulier à respecter les règles du jeu. Du 6 au 15 septembre prochain, l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Haïti, Gustavo Gallon, sera dans nos murs. Il viendra évaluer les progrès enregistrés en matière de droits humains dans le pays et faire le suivi du processus électoral en cours. Le 7 septembre est maintenu pour la rentrée des classes. Le gouvernement a pris les dispositions nécessaires pour accompagner les parents. Assurance du ministre de l'Éducation nationale qui a annoncé des dons et des subventions en faveur des élèves. Clôture ce vendredi de l'atelier de 2 jours sur la modernisation du transport en commun en Haïti. Les participants optent pour l'application d'une politique routière comme alternative aux accidents de la circulation. Belle opération du 11 national de football. Les Grenadiers ont battu vendredi en match aller la sélection de la Grenade 3-1 dans le cadre du 3e tour des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie. Et puis à l'étranger, démission ce jeudi du président du Guatemala, Otto Pérez Molina, accusé de corruption. La justice guatémaltèque a décerné un mandat d'arrêt contre lui. Voilà pour les titres. À tout de suite. La NATCOM ne se soucie pas uniquement d'avoir la plus grande couverture réseau en Haïti, mais elle s'implique également dans le quotidien des Haïtiens et elle en est très fière. La NATCOM s'engage autant dans l'éducation que dans la santé. Avec le programme Internet à l'école, en partenariat avec le Conatel, ce sont plus d'une vingtaine de salles informatiques qui ont été offertes à des écoles publiques du département du Sud-Est. La NATCOM a comblé un vide dans les 10 départements avec des programmes mensuels en offrant des séances de consultation et des médicaments gratuitement. La NATCOM, c'est encore plus d'engagement. C'est un dévouement à la classe ouvrière grâce à son programme Corée Ouvrier. Ce sont des milliers d'ouvriers qui sont connectés à leurs proches grâce à NATCOM. La NATCOM, c'est aussi près de 30 points de vidéoconférence offerts au gouvernement haïtien. NATCOM, une présence qui se confirme de plus en plus. NATCOM, Yon Haïti, Yon Réseau. Bienvenue au développement de ce 56 minutes synthèse. La campagne électorale relative à l'élection présidentielle de 2015 s'ouvrira le 9 septembre prochain, soit mercredi de la semaine prochaine, et prendra fin le 23 octobre 2015, selon un communiqué du Conseil électoral provisoire publié ce vendredi. Le CEP en profite pour demander aux dirigeants des partis et groupements politiques en général et aux candidats en particulier de veiller au strict respect des dispositions des articles 115-115-1 du décret électoral lors des réunions à caractère public. Par ailleurs, le CEP annonce une rencontre le 10 septembre prochain avec la presse en son siège central à Pétionville afin de partager les dispositions arrêtées pour la réalisation du scrutin du 25 octobre 2015, indique le communiqué. Le Conseil électoral provisoire poursuit ses enquêtes autour des incidents ayant émaillé le scrutin du 9 août dernier. Selon le porte-parole de l'institution électorale Franz Bernardin, le CEP peut intervenir à n'importe quel moment pour radier n'importe quel candidat impliqué dans les violences le jour du vote, a-t-il rappelé. Il s'est prononcé aussi sur le scrutin du 25 octobre et 27 décembre à venir. Écoutons les précisions de Franz Bernardin. D'abord, c'est le conseil-là qui continue à travailler sur ça que les failles, irrégularités, violences qui étaient enregistrées lors de la journée électorale du 9 août 2015. Et il y a un travail qui a continué toujours, il y a des cas qui a documenté toujours,
il n'est pas impossible que dans les prochaines heures, ou bien dans les prochaines minutes, ou bien encore dans les prochains jours, qu'il y ait l'autre monde que nous ne sommes pas attendre encore, qui est capable au moins sortir de liste électorale là. En ce qui concerne le deuxième point, c'est la reprise des élections. Pour reprise là, nous connaissons qu'il y a plusieurs côtés que liste pas dans même là, qu'on a la côté élection pour le reprendre. Reprise ça yo, dans côté que l'élection était perturbée de sorte que yo vient annuler. Reprise ça fait exactement le 25 octobre. Si par exemple moun ça yo côté a fait reprise pour yo, il a participé dans le premier tour, mais il y a son deuxième tour qu'a fait pour l'autre monde qui est censé avoir accès à deuxième tour là. Et deuxième tour, monde qui côté qui fait reprise là, lui-même l'a fait exactement dans la période qui vient après, c'est lorsque il a fait élection 27 là, c'est ça. Donc 27 décembre, c'est le ça il a fait deuxième tour pour l'autre monde. Le Conseil électoral provisoire informe avoir retiré de la course à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain le candidat agréé Jean Chevalier Sanon du Parti nationaliste chrétien d'Haïti. Pour cause, le candidat évincé a tenu de fausses déclarations sur sa nationalité, une violation des articles 135 de la Constitution alinéa 1, 36 du décret électoral alinéa A indique un communiqué du CEP daté du 2 septembre 2015. En outre, l'institution électorale informe avoir vérifié que Jean Chevalier Sanon est détenteur d'un passeport canadien au numéro JK 702380. En conséquence, poursuit le communiqué, le dossier de Jean Chevalier Sanon sera donc déféré par devant les instances pénales compétentes à telle fin que de droit. Le chef adjoint de la mission d'observation électorale de l'Union européenne en Haïti, José Antonio de Gabriel, a déploré les nombreux cas de violence qui ont affecté le bon déroulement des élections du 9 août 2015, soulignant que ces mauvaises pratiques électorales effraient les électeurs haïtiens et conduisent à l'annulation de ces élections dans 25 circonscriptions pour la députation et un département pour les sénatoriales, et 30% des procès-verbaux de chacune de ces circonscriptions n'ont pas été acheminés au CTV. La MOE, Union européenne Haïti, applaudit la décision du CEP de sanctionner tous ceux qui sont impliqués dans les violences le jour du vote. Les précisions de José Antonio de Gabriel au micro de Johnny Santilus et Randy Henry. Comment combattre cette violence? On a vu que jusqu'à présent, le CEP a décidé la répétition de ces élections dans déjà 25 circonscriptions à la députation et une circonscription au Sénat, l'Artibonite. À l'origine de cette décision du CEP se trouve le constat justement de ces violences, dans la mesure où, dans ces circonscriptions, la violence aurait eu un impact très grand. Donc, 30% moins de procès-verbaux de ces circonscriptions annulées ne seraient jamais parvenus au centre de tabulation. Dans ces conditions, nous interprétons ces gestes ou cette décision du Conseil électoral provisoire comme un signal clair qu'on envoie aux fauteurs de troubles selon lesquels ils ne pourront pas tirer un bénéfice électoral du fait de l'annulation des résultats dans certains bureaux de vote qui ont fait l'objet de violences. C'est clair que tout le monde a observé pas mal de cas de saccage et de violences dans des centres de vote, plus dans certains départements que dans d'autres, plus dans certaines circonscriptions que dans d'autres. Évidemment, nous n'étions pas présents dans tous les bureaux de vote, mais statistiquement, avec notre échantillon représentatif d'observation, on a constaté néanmoins que les problèmes avaient une certaine ampleur, dans le sens où ça ne touchait pas la majorité des centres de vote, mais ça touchait un nombre important. Donc alors, le CEP, il a pris sa première décision. Également, il a pris la décision de radier un certain nombre de candidats qui ont été considérés coupables ou responsables de certaines de ces attaques.
Et il a également lancé un avertissement à certains partis dans certaines circonscriptions en disant que si les faits se répètent, ils pourraient faire l'objet des sanctions plus sérieuses. Les techniciens du centre de tabulation ont fourni un bon travail, a estimé le chef adjoint de la MOE, Union Européenne Haïti. Les résultats préliminaires publiés par le CEP reflètent les données du centre de tabulation, indique José Antonio de Gabriel, qui a dit cependant reconnaître qu'il y avait certains problèmes relatifs à l'acheminement des procès-verbaux vers le centre. Il a appelé l'organisme électoral à rectifier certaines erreurs et a entaché le premier tour des législatives de 2015. Les précisions de José Antonio de Gabriel au micro de Johnny Saint-Ilus et Wendy Henry. Dans notre échantillon, les résultats publiés reflètent les résultats comptés. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problème. Il y a de problèmes. Il y a de problèmes d'un côté au niveau de l'acheminement, parce qu'on a pu constater dans un certain nombre de cas que de PV qui avaient été dépouillés, qui avaient été remplis, qui avaient été signés, et on ne peut pas établir le pourcentage exact, ne sont jamais parvenus au centre de tabulation. Ceci dit, il y a d'autres problèmes en ce qui concerne le traitement des résultats. Nous estimons que le centre de tabulation a fait un bon travail avec les matériels dont il disposait. Et les matériels dont il disposait, c'était les procès-verbaux. Hélas, le procès-verbaux, en général, était d'une très pauvre qualité. C'est-à-dire, très souvent, il était mal rempli. Et c'est avec ça que le centre de tabulation a dû travailler. Leçons à tirer pour les prochaines élections, pour les prochains scrutins. Très clairement, il faut répéter, renforcer et améliorer la formation de membres du bureau de vote qui sont les responsables de remplir les procès-verbaux. Surtout en tenant compte que les prochaines élections, elles seront très très compliquées puisqu'il y aura 7 urnes. Bon, c'est-à-dire 7 élections à dépouiller, 7 procès-verbaux à remplir. Le directeur du centre de tabulation des votes rejette les allégations selon lesquelles les techniciens du CTV avaient accès aux bulletins de vote des candidats. Ruilmark Matador a précisé que leur mission consistait uniquement à traiter les procès-verbaux et les votes valides, réagissant autour de la demande de certains candidats aux législatives partielles de 2015 relative à la division par 2 du vote des électeurs. Le directeur du CTV rappelle qu'il est tenu de respecter scrupuleusement les prescrits du décret électoral. Les précisions de Ruilmark Matador au micro de Johnny Saint-Ilus. Le décret électoral n'a pas demandé nous pour nous diviser vote valide par 2 pour nous aller dans l'électeur. De parler nous de vote valide. Et il faut nous faire nous remarquer tout que nous ne sommes pas capables de diviser vote par 2 pour nous faire calcul pourcentage. Pour qui ça? Effectivement, même leur dit que un électeur doit voter pour, un électeur qui voté pour 2 sénateurs, mais ce n'est pas tout électeur nécessairement qui vote pour 2 sénateurs. Un électeur qui a voté pour un sénateur et le bulletin a toujours été valide. Est-ce que dans le cas ça, nous-mêmes dans cette tabulation, nous avons divisé le vote ça par 2? Est-ce que nous sommes capables de prendre vote, nous électeurs, nous diviser par 2? Donc déjà, on montre nous que nous ne sommes pas capables de prendre somme vote valide, nous diviser par 2 pour aller dans le nombre d'électeurs. Donc, il faut que nous déjouons nos portes de sortie. Qui ça porte de sortie à porte de sortie à c'est le décret électoral qui dit nous, qui parle nous de vote valide. Nous devons considérer vote valide. Et nous-mêmes, l'on fait calcul pourcentage pour sénatorial là, nous considérons vote valide. Il y a des gens qui disent que 50% plus jeunes pas qu'à atteindre si nous utilisons cette méthode ça. Oui, le cas atteindre si nous considérons que un électeur qui a toujours voté pour choisi voter pour un seul sénateur. Donc, dans le cas ça, oui, nous sommes capables de toujours gagner majorité absolue. Donc, moi-même, seul, ça me fait faire nous comprendre, c'est que dans cette tabulation, nous-mêmes, nous étions vraiment strictement, nous appliquons strictement ça que le décret électoral a dit. Décision ça, pas répondre de moi. Ce n'est pas moi qui peux décider de reprendre ou pas une méthode de calcul, j'en dis nous, qui est basée sur le décret électoral. Là.
Manifestation jeudi à Port-au-Prince à l'appel du Front National des candidats engagés dans la lutte démocratique. L'objectif exigeait l'annulation du scrutin du 9 août, la démission suivie de l'arrestation du président du Conseil électoral provisoire Pierre Luopon, à qui il reproche d'avoir gaspillé l'argent de l'État. Dans l'organisation du premier tour de la législative de 2015, les manifestants ont dénoncé les nombreux cas d'irrégularité qui ont émaillé ces élections. Suivez les interventions de certains manifestants au micro de Ronald Desormes et Yvan Saïd. Nous disons qu'il y a une seule solution. Nous disons qu'il y a des gens qui des corrections. Nous disons qu'une seule correction possible, annulation. Nous disons annulation, arrestation au pont, démission toute tête l'État. Nous-mêmes nous disons que faut arrêter au pont s'il n'y a pas un résultat qui n'a tout bonne dit famille parce que ou pas faire l'étape dépenser tout l'argent ça nous-mêmes femmes qui bataillent dans bataille yo pas respecter dignité femme yo fait femme yo tout ça on connaît femme yo nous subit yo pas dit rien. Et yo mettez toutes mesdames yo dehors dans l'élection, c'est comme si femmes yo qui te fait tout le temps yo travail là, c'est comme si nous pas gagner pour nous faire. Pas d'élection, c'est moi ça pour nous pas dire même. Qui élection quand elle te fait dans quel pays, qui bon, à qui carré. Pas d'élection, pas de gain comme ça même dans le pays. C'est qu'il y a un hold-up qui fait une équipe gang exam qui prend boîte une qui fait des autres qui tire les gens qui font bonne bagaille. Pas d'élection. Depuis nous dans la RIA, nous pour l'annulation pure et simple du mascarade du 9 août. Et ensuite, nous pour le départ du CEP, arrestation pour violation de la loi. L'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Haïti, Gustavo Gallon, est attendu dans le pays du 6 au 15 septembre prochain dans le cadre d'une mission d'évaluation et d'observation de la situation des droits de l'homme en Haïti et des progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations formulées dans son rapport au Conseil des droits de l'homme de mars 2015. M. Gallon en profitera pour faire le suivi du processus électoral en cours dans le pays. Durant son séjour en Haïti, Gustavo Gallon rencontrera des officiels haïtiens, des membres de la communauté internationale dans le pays, notamment ceux des Nations Unies. Il s'entretiendra également avec des responsables d'organisations de la société civile haïtienne. La Commission interaméricaine des droits de l'homme, en partenariat avec le ministère de la Communication et le ministère des Affaires étrangères, a organisé jeudi dans un hôtel à Pétionville un séminaire à l'intention des instances gouvernementales sur le standard du système interaméricain des droits de l'homme relatif à la liberté d'expression et l'accès à l'information. L'occasion pour le représentant permanent d'Haïti à l'Organisation des États américains, l'ambassadeur Bochit Edmond, de déclarer qu'Haïti a connu des progrès considérables en matière de liberté d'expression. Il a en outre informé que d'autres séminaires du même genre seront organisés en Haïti. L'ambassadeur Bochit Edmond au micro de Rossé Antoine et Jasmin Denis. Je pense que nous faisons un pile effort en matière de liberté d'expression en Haïti. Et depuis l'adoption de la Constitution de 1987, je pense jusqu'à jeudi, elle a regardé le niveau de la liberté d'expression. Certainement, un pile bagaille était encore pour fait, mais de manière générale, nous avons dit qu'on a une très grande avancée qui est faite en matière de liberté d'expression, notamment sur cette administration. Et je pense qu'il est important pour nous mentionner, mentionner ça. Et on a dit que ça n'a pas avancé. Certainement, il y a un bagage qui était pour, comme des dit, qui est arrêté pour perfectionner. Mais de manière générale, oui, c'est quand même très bien constaté qu'il y a un progrès considérable qui est fait. Madame suivi a toujours été en termes de, à travers même le gouvernement haïtien, son contact avec l'Organisation des États américains, la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Nous comptons venir faire d'autres organisations, d'autres séminaires sur d'autres structures et en matière de droits de l'homme. Et je pense qu'on a toujours continué à faire. Le suivi, cela va dépendre de la volonté du gouvernement qui est déjà là. Et ensuite, la disposition, ou du moins l'identification des différents secteurs de la société qui est intéressée dans différents domaines et qui rentrent dans le système interaméricain. Le président de la Cour des comptes annonce que l'institution qu'il dirige va intenter une action en diffamation contre l'ancien député Jonas Kofi qui avait accusé les conseillers Fritz Robert Saint-Paul, Jean-Ariel Joseph et Saint-Just Montpréville d'avoir reçu chacun la somme de 500 000 $ américains de l'ancien président René Préval pour produire un rapport prouvant
que Jackie Lumarque n'a jamais été comptable de deniers publics. La responsable de la CSCCA interprète les révélations de M. Kofi comme un acte visant à ternir leur image. Il invite leur accusateur à faire valoir la preuve de son accusation. Tour à tour, Fritz Robert Saint-Paul et Jean-Ariel Joseph au micro de Ronald Desormes et Samus David François. Nous décidons d'interaction ça parce que nous croyons que faut qu'on ait un exemple qui tracé sous des mondes malhonnêtes ou bien qui en mal de paraître, le plus souvent c'est les gens qui a tenté pour mettre en question crédibilité le citoyen honnête qui toute vie choisit de mener une vie modeste. Et nous mettons en défi M. Jonas Kofi pour prouver implication trois conseillers, Fritz Robert Saint-Paul, Jean-Ariel Joseph et Saint-Just-Montréville, dans un quelconque acte de corruption. Ça fait $500 000. Nous connaissons très bien $500 000 américains par chaque conseiller pour traiter ton dossier en urgence, pour juste traiter ton dossier en urgence. Et bien, il faut payer en pile comme la jeté. Et puis il faut avoir un gros enjeu dans ça. Donc, nous ne pouvons pas être de $500 000. Nous n'avons pas gagné $1 qui est à rentrer dans la poche nous parce que nous ne sommes pas corrompus. Et de plus, nous venons ici à la Cour des comptes, c'est pour nous capables de projeter une image de prestige, une image d'intégrité et une image d'indépendance. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti a présenté lundi dernier le bilan de ses observations relatives à la journée électorale du 9 août dernier, selon lequel l'IGPNH a indiqué avoir constaté la passivité et le découragement du côté des policiers par rapport aux tensions développées aux abords de certains centres de vote. Le porte-parole de l'IGPNH, Marc Wilkenjean, a fait état de 3 policiers arrêtés dans le cadre de la Grandance pour avoir alloué leur service à un candidat. Les précisions du porte-parole de l'IGPNH, Marc Wilkenjean, Ludmilla Marc et Jasmin Denis. La police est présente, c'est vrai, mais face à la volonté, à la détermination, quelques monde a gagné pour être capable de créer tout dans des centres de vote, donc la police, la plupart du temps, est dépassée. Pendant la période, donc, l'inspection générale, pendant l'activité de supervision, il a fait des actions, côté que nous avons interpellé 3 policiers, Mme Marie. C'est des policiers qui étaient en uniforme, mais qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de déployé dans le département et qui étaient venus en support aux candidats. Deuxième constat, dans plusieurs centres de vote et à plusieurs endroits du pays, les différences passivité ou manque d'engagement policier sur place étaient tangibles. Dans pile et en fait reportage, dans pile analyse qui fait sous présence policière dans certains bureaux de vote. Donc, je t'ai parlé de indifférence, de passivité, avec manque d'engagement. Donc, ça que quelques enquêteurs ou bien quelques gens de l'inspection générale ont constaté tout dans certains endroits, notamment dans le département du Nord, dans le département de Grandance et même dans quelques endroits dans le département de l'Artibonite et quelques régions dans le département de l'Ouest. Ils ont constaté tout un engagement énorme de la part de certains policiers. L'autre constat, tout est une défaillance en matière de communication, surtout au niveau provincial. En pile côté, même téléphone pas passer. Donc, ça a quitté, mettait des policiers sur le qui-vive, donc qui fait que ils pas en pile rendement dans le travail qui était supposé faire. Donc, maintenant, par rapport avec le constat nous fait, il y a nécessité pour l'autorité électorale de renforcer ou bien étendre l'action de la police pour permettre à la police d'anticiper ou bien réprimer les troubles à l'intérieur du bureau. Signature lundi d'un protocole d'accord entre l'Office national d'assurance vieillesse ONA et l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité au FATMA. L'entente vise à fusionner le service des ressources humaines de ces 2 institutions en vue d'améliorer la qualité de service à leur clientèle. Le directeur de l'ONA, Emmanuel Minard, qui s'est réjoui de la signature de cet accord, dit croire que cette initiative doit inspirer les autres institutions de l'État. Le DG de l'ONA, Emmanuel Minard, au micro de Roy Saint-Antoine et Fézé Mathieu. Nous allons voir aussi les avantages et privilèges accordés à nos assurés, pensionnés et surtout les employés de l'ONA, comment aussi faire bénéficier aux employés de l'OFATMA dans le cadre
des crédits et services financiers offerts par l'ONA. Et ensuite, nous allons mettre ensemble une stratégie de communication nous permettant de sensibiliser les patrons, parce que la cotisation pour l'assurance maladie, accident de travail, la cotisation obligatoire pour la pension de retraite, ce ne sont pas des exigences des directeurs généraux de l'ONA ou de l'OFATMA, mais ce sont des exigences de la loi. Il faut dire que suite à la signature de ce protocole d'accord, l'ONA va éteindre ses services aux assurés de l'OFATMA et vice-versa pour le directeur général de l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité. Les assurés de ces deux institutions sont les grands gagnants de ce protocole d'accord. Écoutons Max Rodolphe Saint-Albin. Faut-il rappeler que l'ONA et l'OFATMA sont deux entités sœurs, piliers de la sécurité sociale en Haïti. Et nous sommes en train de vivre un moment historique ce matin, très certainement sur l'obédience du carrosse, parce qu'il faut le reconnaître que le carrosse a toujours souhaité cette fusion de ressources, cette fusion de stratégies entre l'ONA et l'OFATMA. Et c'est ce que nous célébrons ce matin. Donc, vraiment, je pense que nous remercions du profond du cœur le DG de l'ONA. Et je pense que certainement nos assurés de l'ONA et de l'OFATMA certainement seront les premiers bénéficiaires d'une telle entente, d'un tel protocole. Mais d'une façon générale, la société haïtienne dans son ensemble. Autre point, à ce 56 minutes synthèse, le ministère du Commerce et de l'Industrie a procédé mercredi dernier au lancement de la composante accès au crédit du programme d'appui aux micro-entreprises. La promotion de l'emploi salarié par l'apport d'appui financier et non financier est l'un des objectifs de ce programme qui est exécuté en partenariat avec le groupe Haïti Chéri. Le ministre du Commerce, Jude Hervé-Dey, a dit souhaiter que d'autres groupes dans le secteur privé rejoignent ce projet. Écoutons le ministre Jude Hervé-Dey. Il était au micro de Roissy Antoine et Randy Henry. Le programme, pour la plupart, nous connaissons les visées essentiellement à toucher les populations vulnérables. Il y a une dimension particulière aujourd'hui parce que il mettait en évidence un concept sur lequel n'a pas appuyé nous fortement qui est partenariat public-privé. Nous avons un groupe qui, sous la label Haïti Chéri, regroupé des Haïtiens fortement impliqués et conscientisés sur la nécessité de répartir pour opportunité pour que tout individu capable de retrouver un équilibre quotidien. Et PSME, SAE, c'est deux niveaux de préoccupation. Et SAE a plus de vulnérabilité. C'est généralement des personnes ou de activités qui ont conduit toujours dans l'informel, mais qui n'ont pas vraiment bénéficié de structures qui permettent qu'il y ait accès à capital. Et le programme SAEA soutient aux entreprises, nous étendons sur tout territoire, les présents dans tout département, il fait appel à des approches qui sont plus souples, qui pour permettre que capital, financement que vous besoin pour travailler, vous capable de plus facilement, format juridique à l'intérieur duquel pour évoluer et vous plus adapté à la vulnérabilité que vous avez. Donc, tout projet ça, ce n'est pas des projets qui traduisent au moment dans la vie ministère Commerce et Industrie, c'est une politique publique liée. Il faut souligner que le groupe Haïti Chéri donne un apport financier à hauteur de 4 millions de gourdes au programme d'appui aux micro-entreprises. L'un des membres du groupe Haïti Chéri, M. Stanley Andal, a dit souhaiter que les leçons tirées par les parties prenantes par à ce projet permettront de promouvoir la croissance économique et d'augmenter la production nationale. Les propos de Stanley Andal au micro de Roissy Antoine et Randy Henry. Les partenariats impliqués ont buté sur les difficultés structurelles du milieu des affaires, surtout au niveau micro et petites entreprises. Il importe donc
de tirer des leçons de cet exercice, les appliquer dans la mise en œuvre des étapes ultérieures, ajuster les pratiques et, crucialement, fournir des éléments au pouvoir public susceptibles d'améliorer le cadre administratif et juridique des affaires. Le groupe Haïti Chéri croit humblement que pour promouvoir la croissance économique durable et, partant, contribuer à la stabilité sociale tant souhaitée par tous les Haïtiens, il faut libérer les énergies créatrices, l'imagination fervente et l'esprit entrepreneurial qui caractérise notre société dans tous ses démembrements. Dans cette perspective, mesdames, messieurs, vous pouvez toujours compter sur l'engagement citoyen des membres du groupe Haïti Chéri. Vers la création d'entreprises en Haïti, une délégation de l'Institut national de l'entrepreneuriat du Mexique a effectué une visite de 48 heures à Port-au-Prince cette semaine. Durant ces 2 jours, les membres de l'INADEM se sont entretenus avec des membres des secteurs publics et privés haïtiens en vue de trouver la meilleure formule de coopération. L'objectif est de renforcer les relations haïtiano-mexicaines dans le domaine de l'entrepreneuriat, ont expliqué Francis Gracia et José Luis Alvarado, directeur de cabinet du ministre du Commerce et ambassadeur du Mexique en Haïti. Leurs explications au micro de Micheli Alexis et Max Joseph. INADEM vini la jodi à la non mission pour nous-mêmes qui ça n'a fait. Et après ça, nous avons défini qui coopération nous avons fait entre nous. Ça a duré 2 jours. Et la permettre que INADEM rencontrer représentants qui sortent dans tout secteur. C'est-à-dire secteur étatique, ministère commerce, ministère finance, ministère tourisme, ministère agriculture, pour tout dire qui ça a fait pour accompagner entreprises dans le pays. Mais parallèlement, il y a des représentants universités cap là, des représentants système financier cap là, de manière des représentants associations patronales, de manière à ce que toute composante qui est intéressée à développement business dans le pays participer, prendre vue pour que nous réussissions à dégager une vision d'ensemble. L'objectif principal, c'est de continuer avec la collaboration entre Haïti et le Mexique dans le secteur économique. Le président Martelly et le président Peña Nieto du Mexique ont accordé de chercher de nouvelles formules de communication et de coopération entre les 2 pays et ils ont décidé d'appuyer le secteur économique. Et ça, c'est la raison principale de la visite des fonctionnaires du Mexique, de l'Institut national de l'entrepreneur, pour parler avec ses homologues et chercher la meilleure manière de travailler dans un projet de coopération pour augmenter le niveau de commerce entre les 2 pays. Ça, c'est à la fin le but principal de cette mission commerciale. La Commission nationale pour la modernisation du transport en commun a clôturé vendredi dernier ces 2 journées de réflexion déroulées autour du thème transport en commun en Haïti, enjeux et défis de la modernisation. Une série de débats ayant pour objectif principal de trouver des moyens efficaces conduisant à l'amélioration dans le domaine du transport dans le pays. Plusieurs partenaires internationaux ont contribué à la tenue de ces assises, dont l'autorité de transport métropolitaine de Barcelone. Marc-Antoine Archer est le directeur exécutif de la Commission nationale du transport. Ses précisions au micro de Johnny Saint-Ilus et Max Joseph. Et transport durable, ça veut dire. Transport durable, ça veut dire que les basé sur les 3 piliers que Nations Unies fixé comme concept de durabilité, c'est-à-dire les 3 dimensions de la durabilité, dimension économique, dimension sociale et dimension environnementale. Ça veut dire que ou pas qu'à concevoir actuellement un système, une structure de transport convléré les modernes qui pas basé sur 3 principes ça. Et un quatrième, en fait, pas 4e point, et social indiqué, il faut qu'on prenne en considération toutes les réalités de pays ou là, de territoire. Là. Donc c'est ça, il y a demandé commission pour le faire, et c'est ça que nous avons préparé pendant 2 jours. Côté nous sommes réunis avec un partenaire avec l'autre institution que nous signons un protocole d'accord avec lui. L'institution que nous signons un protocole d'accord avec lui, c'est l'autorité de transport métropolitain de Barcelone, qui a une trajectoire énorme. Donc ce qui se fait actuellement au niveau du transport et de la mobilité en Espagne à Barcelone est incroyable. Et partenaire qui co-organisé
événement avec nous, ce sont les Nations Unies à partir de la Commission économique pour l'Amérique latine et la Caraïbe, ou comité régional, qui surtout la partie basée au Chili, qui s'occupe d'infrastructures, d'énergie et de transport. Les accidents de la circulation routière constituent l'une des principales causes de la mortalité en Haïti, selon ce qu'a indiqué le ministre des Affaires sociales et du Travail, démissionnaire. Victor Benoît a insisté sur la nécessité d'une bonne politique routière, ce qui, estime-t-il, pourrait réduire considérablement les pertes en vie humaine dues aux accidents de la route. Le ministre Victor Benoît, au micro de Johnny Saint-Ilus et Max Joseph. À l'issue de ces 2 journées de conférence sur le thème, je suis encore plus convaincu que jamais que le transport en Haïti est une question de vie et de mort. Une question de vie, très probablement. On ne peut pas vivre sans le transport. Une question de mort, très certainement. Oui, en l'état actuel des choses, le secteur du transport représente l'un des plus grands mangeurs d'hommes et de femmes de notre société. Tous les jours, nous mettons notre propre vie en péril sur des routes mal conçues et mal entretenues. Tous les jours, nous confions la vie de nos enfants à des chauffeurs non recyclés et qui choisissent pour la plupart d'ignorer les règles de la circulation. Tous les jours, les êtres qui nous sont chers risquent leur vie de des véhicules en mauvais état. Voilà pourquoi les accidents de la circulation représentent aujourd'hui en Haïti l'une des premières causes de mortalité. Juste le temps d'observer la pause publicitaire à ce 56 minutes synthèse. On vous retrouve tout de suite après. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bienvenue dans la seconde tranche de ce 56 minutes synthèse. On va parler éducation. Toutes les dispositions sont prises à l'occasion de la rentrée des classes prévue au lundi 7 septembre 2015, a rassuré les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Mardi dernier, le ministre de l'Éducation nationale, Nespi Maniga, a indiqué que le MAF a distribué sous forme de dons 400 000 kits scolaires et a subventionné 3 millions de manuels scolaires à travers les 10 départements du pays. Le ministre Maniga a annoncé la distribution de 50 000 uniformes en faveur des élèves des écoles publiques. Les précisions du ministre de l'Éducation nationale, Nespi Maniga, recueillies par Michel Alexis et Fézé Mathieu. Le gouvernement lui prend pile disposition pour faciliter entre l'école là, même Jean Santé qu'on prend. Et en 2014-2015, nous avons fait kits scolaires, gagné 400 000 kits qui en distribution à l'échelle du territoire. Gagné environ, dans le document que nous remettons là, 3 millions de livres, qui 2 millions, c'est livres que le gouvernement subventionné à 70%. Gagné 1 million
c'est livre qui baille en dotation et donc c'est livre que nous avons remettre dans l'école et nous gagnons nous t'ai publié année ça dans le journal dans le pays liste tout imprimeur qui participait éditeur qui participait dans le programme ça surtout pour éviter abus nous-mêmes publier et nous allons mettre la presse là aujourd'hui liste avec prix non seulement que nous achetons dans l'éditeur mais prix que l'éditeur supposé vendre gagner 50 000 uniformes scolaires chaque année qui peut livrer dans l'école qui a plus besoin. Naturellement, chaque année, l'État fait effort pour gagner plus toujours. Ça ne va pas permettre de nous couvrir toute population qui a supposé besoin d'uniformes. Mais c'est un qui choisit quand même. Et puis, l'on fin fait question kit, nous fin fait livre, nous fin fait uniforme. Programme année ça que le gouvernement a déployé pour l'entrée scolaire là, dans ce qui concerne la cantine scolaire là, a concerné 700 000 petits moun dans le début, mais on a continué la discussion avec même bailleurs de fonds qui toujours participé avec le gouvernement pour nous capables d'augmenter au fur et à mesure pendant l'année scolaire. Sur le plan sécuritaire, le titulaire du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a informé que les autorités police routière et Edupol travaillent sur un plan visant à accompagner les élèves à l'occasion de la rentrée des classes le 7 septembre. En outre, Nesmi Maniga a annoncé qu'un accompagnement psychologique et psychopédagogique sera également offert dans les salles de classe via des professeurs afin de combattre la violence en milieu scolaire, a-t-il expliqué. Autre point, ce 56 minutes synthèse lancement jeudi dernier de la première classe numérique mobile en Haïti par la compagnie Surtab. Une quinzaine de classes sont déjà installées. Les initiateurs de ce projet espèrent déployer 1 millier de classes à travers tout le pays d'ici la fin de l'année scolaire 2015-2016. Une formation de 6 heures est donnée aux professeurs dans les écoles qui expérimentent la classe numérique. Écoutons les précisions du président de la compagnie Surtab en Haïti, Martin Bout, au micro de Roy Saint-Antoine et Jasmin Denis. Depuis plus d'un an, on a étudié qu'est-ce qui existait sur le marché des classes numériques et pourquoi est-ce que les écoles haïtiennes n'en avaient pas plus. Et la raison principale, il y avait plusieurs raisons. Une des raisons était le coût. La deuxième raison était que certaines écoles avaient fait des investissements et au bout de quelques mois, au bout d'un an, ils ont commencé à avoir des problèmes techniques. Et le troisième problème était un problème de contenu. Donc il n'y avait pas suffisamment de contenu haïtien ou adéquat ou vraiment ajusté au système haïtien. Donc l'équipe a travaillé d'arrache-pied. On a essayé de trouver une solution qui permet pour moins de 300 000 gourdes qu'une école s'équipe d'une classe numérique qui est movible, qui non seulement répond aux besoins donc, de coût, on parle d'un coût relativement bas par rapport à ce qu'il y a sur le marché. On parle en termes de longévité, donc comme vous savez, Surtab assemble et quelque part fabrique ces tablettes ici en Haïti, donc on a toutes les compétences pour garantir un service d'après-vente bon marché. Donc la situation où la classe, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, devoir remplacer tous les équipements n'existera plus parce qu'on donne une garantie, on va dire, étendue sur nos équipements. Et la troisième chose, c'est qu'on a travaillé beaucoup sur le contenu. Donc on a, comme on a expliqué pendant la conférence de presse, un serveur qui détient déjà plus de, je pense, 15 000 titres vidéo et autres qui sont adaptés au système haïtien, donc pour pouvoir augmenter l'interactivité des cours qui sont donnés sur le curriculum haïtien. Et nous continuons à travailler sur cet aspect-là. Donc on a couvert l'aspect de contenu haïtien adéquat pour les écoles haïtiennes. On a construit une solution robuste qui est amovible, qui permet avec une classe de desservir peut-être une quarantaine de modules dans une école. La compagnie Surtab trouve le support du ministère de l'Éducation nationale dans ce projet, notamment dans la réalisation des contenus des différentes classes numériques. D'autres partenaires ont également embrassé l'initiative, plus précisément en matière énergétique. À l'initiative conjointe du gouvernement jeunesse et du ministère de l'Éducation nationale, un atelier de travail sur l'éducation au regard des préoccupations de la jeunesse s'est tenue jeudi dans un hôtel à Pétionville. La démarche consistait à former et informer le gouvernement jeunesse et d'autres organisations sur les problématiques de l'éducation et mobiliser les jeunes sur les grands défis du système éducatif.
Le président du gouvernement jeunesse, Amos Saint-Cyr, dans son discours, a dit croire que le moment est venu pour redynamiser le système éducatif haïtien, vecteur de développement. Amos Saint-Cyr au micro de Ludmilla Marc et Samus David François. Mesdames, Messieurs, nous sommes tous convaincus que le développement de toute société passe nécessairement par la voie de l'éducation. Et c'est pourquoi le GJH s'y accorde autant d'importance, parce que c'est l'un des axes majeurs qui représente l'épine dorsale du projet de société auquel le GJH charrie toute sa vision. L'éducation est un outil de développement et de lutte contre la pauvreté. L'importance de l'éducation dans toute société n'est pas à démontrer, c'est de fait indéniable. Toute société qui veut s'engager dans le processus de développement intégral doit miser d'abord et avant tout sur l'éducation, considérée par John Dewey comme la méthode fondamentale du progrès. À ce carrefour décisif de notre histoire, n'est-il pas impératif pour l'État haïtien de prendre en main l'éducation et de faire en sorte que soit effectivement la mise en œuvre de moyens propres à assurer la formation et le développement des individus, à assurer la formation et le développement de tous les membres de la société haïtienne et non de petits groupes. C'est là une tâche primordiale à laquelle l'État démocratique construction ne peut se dérober. En somme, le gouvernement jeunesse d'Haïti, qui croit Dieu comme fer, qu'à partir de ce qui se fait ici aujourd'hui, qu'il est un impératif que l'on commence tous ensemble à réfléchir, en commençant par l'idée du pays, puis l'État, à l'élaboration de nouveaux systèmes éducatifs bien organisés, capables de développer le sens social, de promouvoir le progrès social, la richesse économique et le mieux-être, selon J. Capel, la recommandation système éducatif scolaire et sûrement organisé. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Nesmi Maniga, qui a ouvert l'atelier de l'éducation du gouvernement jeunesse, a salué l'initiative qui, a-t-il souligné, fait partie des prérogatives de la jeunesse haïtienne. Le titulaire du BINF a affirmé que les recommandations qui résultent de cet atelier seront intégrées dans le plan du ministère de l'Éducation nationale. Le ministre Nesmi Maniga au micro de Ludmilla Marc et Samus David François. Activité matin important. Bien important parce que c'est pas pour jeunes qui ont joué parce que je travaille. C'est pas pour jeunes qui ont joué parce que demain matin vous avez position. C'est une responsabilité que nous voulons assumer à travers le dispositif ça, côté nous voulons lancer un message à tous nos jeunes pareils nous que nous sommes capables. Nous qui croient tout bon pour que Haïti sorte dans sa bière, il faut absolument que je yo même tout, yo va attendre, yo offrir. Ceci est extrêmement important parce que, comme disait Saint Augustin, il vaut mieux marcher sur le bon chemin en trébuchant que de marcher de pas ferme sur le mauvais chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Peu importe si la route est difficile, peu importe ce qu'on pense de ce que vous faites. Et si vous y croyez comme j'y crois, vous réussirez. Je déclare ainsi ouvert l'atelier de travail sur l'éducation au regard des préoccupations de la jeunesse. Bon travail. Santé, à présent, le ministère de la Santé publique et de la Population a procédé au lancement de la politique nationale pharmaceutique vendredi dernier, laquelle politique a pour objectif de permettre à la population d'avoir accès à des médicaments de qualité à des prix abordables. La démarche vise également à mettre fin à la vente illicite de médicaments dans le pays, selon ce qu'a expliqué la responsable du service de narcotiques à la direction de pharmacie au MSPP, Marie Ménard-Bauger. On l'écoute au micro de Roy Saint-Antoine et Maxo Joseph. De profiter répondre question madame nan qui t'a dit est-ce que ça va arriver dans des départements reculés. Ça concerne Haïti. Dans tout pays qui respecte tête yo défini des politiques d'action sous médicaments. Ça veut dire que oui, nous gagnons colporteur qui distribuer médicaments dans bus. Oui, nous gagnons médicaments si ça se trouve dehors là disons machin qui passer avec tibo kit médicaments sous tête li. Oui, nous gagnons ça, mais c'est pas parce que nous gagnons ça yo pour nous pas chita pour réfléchir sur une politique pour changer tout ça yo.
Donc, nous ne pouvons pas passer temps, nous avons défini mais qui problème qui gagne, mais si nous essayons de rentrer dans le contexte activité aujourd'hui, nous avons tout comprendre que politique ça, les chita sous 10 axes stratégiques qui vont permettre que nous couvrir tout problème ça yo, qui relevait de la contrefaçon, qui relevait de la vente illicite des médicaments dans les rues et qui relevait de accessibilité à des médicaments essentiels, des médicaments de qualité dans le pays. Je ne vais pas dire dans le département de l'Ouest, mais dans le pays. Pour qui ça aujourd'hui nous gagnons activité à ici Montana, c'est parce que dans la phase de vulgarisation politique pharmaceutique nationale, ça, nous arrivons dans le département de l'Ouest et même vulgarisation, ça, même activité, ça, te prend place dans l'autre département, tant qu'au Nord, Nord-Est et j'en passe. Deux confrères de la presse haïtienne, Jefferson Michel Casséus de la télévision nationale d'Haïti et Johnson Baptiste du quotidien Le Nouvelliste sont morts dimanche soir dans un accident de la circulation routière sur la nationale numéro 2 à hauteur de Mergé. Certaines informations indiquent que le véhicule à bord duquel se trouvaient les deux journalistes est entré en collision avec un tap-tap. Johnson Baptiste est décédé sur place. Jefferson Michel Casséus a rendu l'âme à l'hôpital Université d'État d'Haïti. La salle des nouvelles de Télésignal présente ses sympathies au staff de la télévision nationale d'Haïti et du quotidien Le Nouvelliste ainsi qu'aux familles des victimes. Et puis c'est ce dimanche que seront chantées les obsèques de Jefferson Michel Casséus et Johnson Baptiste, deux confrères de la presse, à l'initiative de Zami la Presse, un groupe de journalistes à différents médias de la capitale haïtienne via le réseau social WhatsApp. Une marche symbolique sera organisée après les funérailles. Cette marche partira devant l'auditorium de la Bible à la rue Capois pour aboutir devant le bâtiment abritant l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, où les initiateurs en profiteront pour remettre une carte de remerciement au personnel de cet hôpital. Dans l'actualité internationale cette semaine, des funérailles chargées d'émotions pour le petit réfugié syrien de 3 ans, Aylan Kurdi, noyé, ainsi que son frère aîné Galip et leur mère Réhan, ce vendredi 4 septembre dans la ville de Kobana en Syrie. Son père Abdullah Kurdi, en pleurs, a assisté à l'enfouissement des corps au cours d'une cérémonie de martyrs. À Kobani, son père critique les autorités canadiennes qui avaient rejeté sa demande d'asile. Reportage Euronions. Dans ce cercueil, le corps du petit Alan, l'enfant syrien qui s'est noyé en Turquie. Mort à 3 ans en tentant de fuir la guerre avec sa mère et son frère de 5 ans. Les 3 corps ont été enterrés à Kobané, leur ville d'origine, en présence de centaines de personnes. Le père Abdallah, seul rescapé de la famille, raconte que le gouvernement canadien avait refusé sa demande d'asile. Ma sœur du Canada, qui avait demandé l'asile pour nous, m'avait dit « Que comptes-tu faire ?» Je lui ai dit que la seule solution était d'aller avec les passeurs direction l'Allemagne ou n'importe quel autre pays européen. Le corps du petit Alan a été découvert mercredi sur une plage de Bodrum, sorte de Saint-Tropez turc. Depuis 3 ans, sa famille errait à la recherche d'un havre de paix. Après Damas, ce fut Alep, puis Kobané. Une nouvelle offensive de l'État islamique en juin les avait définitivement convaincus de quitter la Syrie. Le président du Guatemala a cédé à la pression de plusieurs secteurs de la société civile de son pays. Otto Pérez Molina a remis jeudi dernier sa démission, accusé de corruption. M. Pérez fait l'objet de mandat d'arrêt par la justice guatémaltèque. Rappelons qu'Otto Pérez avait été privé mardi dernier de son immunité par un vote à l'unanimité du Parlement. Reportage avec Euronions. Au Guatemala, le président jette l'éponge, accusé de corruption. Otto Pérez a présenté sa démission ce jeudi. Après des mois d'intenses pressions populaires pacifiques et à quelques heures d'une probable destitution, le dirigeant conservateur au pouvoir depuis 2012 a décidé d'affronter, dit-il, de manière individuelle la procédure menée à son encontre. La justice a lancé un mandat d'arrêt, mais Otto Pérez pourra se présenter librement. L'ex-général est accusé par le parquet et une commission de l'ONU contre l'impunité d'avoir dirigé un système de corruption au sein des douanes, grâce auquel des fonctionnaires touchaient des pots de vin pour exonérer de taxes certaines importations. À 3 jours d'élection générale, Otto Pérez avait été privé mardi de son immunité par un vote à l'unanimité du Parlement.
Le rappel des titres avant de refermer ce 56 minutes synthèse. La campagne électorale pour la présidentielle de 2015 s'ouvre le 9 septembre et prendra fin le 23 octobre 2015, indique le Conseil électoral provisoire qui appelle les dirigeants des partis politiques en général et les candidats en particulier à respecter les règles du jeu. Du 6 au 15 septembre prochain, l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Haïti, Gustavo Gallon, sera dans nos murs. Il viendra évaluer les progrès enregistrés en matière de droits humains dans le pays et faire le suivi du processus électoral en cours. Le 7 septembre est maintenu pour la rentrée des classes. Le gouvernement a pris les dispositions nécessaires pour accompagner les parents. Assurance du ministre de l'Éducation nationale qui a annoncé des dons et des subventions en faveur des élèves. Clôture ce vendredi de l'atelier de 2 jours sur la modernisation du transport en commun en Haïti. Les participants optent pour l'application d'une politique routière comme alternative aux accidents de la circulation. Et puis, belle opération du 11 national de football. Les Grenadiers ont battu vendredi en match aller la sélection de la Grenade 3-1 dans le cadre du 3e tour des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie. À l'étranger, démission ce jeudi du président du Guatemala, Otto Pérez Molina, accusé de corruption. La justice guatémaltèque a décerné un mandat d'arrêt contre lui. C'est la fin de ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.